Nico, un point c'est tout. Mépris de classe et bêtises crasses. Bonjour et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. En ce jour, le thème que j'aborde, mépris de classe et bêtises crasses. Certains tendent à penser que la notion de lutte des classes est ringarde et surannée, que c'est quelque chose de passé de mode, qui appartient au passé justement. Pourtant, en dépit de ce qu'on veut nous raconter, c'est quelque chose on ne peut plus d'actualité. Les exemples regorgent cette indécente condescendance à l'égard des plus fragiles ou des moins bien lotis, ou encore des travailleurs d'une manière plus générale. Stigmates et mises au banc sont nombreux. Et du mépris de classe à la bêtise crasse, il n'y a qu'un pas. Nombre de personnes et de situations nous le démontrent, notamment dans la sphère médiatico-politique, dirons-nous. Tous toujours aussi prompts à incarner ce qu'il y a de pire. Pourtant, si cette notion qui traverse les âges paraît dépassée, cela ne date pas de 2 siècles que les mots d'un Warren Buffett à son apogée. Warren Buffett, richissime magnat américain qui avalisait l'existence de la lutte en question et essayait la domination de sa classe, tout en affirmant haut et fort que la guerre engagée, c'est sa classe qui l'avait remportée. Constat qu'il est temporairement difficile de nier, j'y reviendrai dans ma conclusion, je présume. En outre, il est toujours, à l'heure d'aujourd'hui, question de rapport de force, quand bien même la bourgeoisie a pris de l'avance et ses aises, qu'elle semble ne plus être prête à quelque concession que ce soit, et qu'elle se soit radicalisée. On doute que le bras de fer entre les possédants et ceux qu'ils font trimer pour eux va s'évanouir un jour ou l'autre en réalité, à moins qu'un changement majeur, ferme et définitif ne se produise, d'en finir avec le capitalisme par exemple. Aussi, les manifestations de ce mépris, qui est le thème de ce podcast, sont nombreuses. Elles nous en disent long sur la période et l'état actuel des relations interclasses, dirons-nous. Sans doute, les puissants et les importants pensent avoir plié le game, comme le suggère la citation de Buffett à laquelle je faisais référence. Mais les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent et la résistance est là. Elle demeure présente de façon plus ou moins intense selon les formes, les pays, les situations et contextes. Comme des lueurs d'espoir ou encore des points d'appui, parfois des phares dans la nuit, selon les contextes en fait. À ma manière et à ma très humble échelle, j'espère pouvoir contribuer quelque peu à la résistance que j'évoquais, ainsi qu'à apporter ma pierre à l'édifice quant à la prise de conscience de la nécessité de ne jamais rien lâcher et de continuer à se battre pour le bien commun, de ne pas accepter les injustices, davantage encore quand elles sont issues d'une domination injuste. Macron Ier. Rentrons un peu plus encore dans le vif du sujet. Comme je le mentionnais plus en avant, les manifestations du mépris de classe sont plutôt légion depuis quelque temps. Il semble même qu'il y ait plutôt un franc regain sous la gouvernance du président actuel. Reconnaissons-le, celui-ci excelle en la matière et possède un certain talent à ce niveau, ce que Jean-Luc avait appelé un toucher de balle. Ce n'est donc pas, outre mesure, une surprise que de commencer par traiter des nombreux témoignages de ce mépris de classe sous le règne de celui qui a aimé se comparer à Jupiter. Macron, c'est le libéralisme sous stéroïde, on va dire. Mais il ne nous a pas habitués qu'à ça. Le constat est du même acabit lorsqu'il s'agit de mépris de classe. On est dans quelque chose puissance 10 par rapport à ce qu'on a pu proposer du côté de ses prédécesseurs. Il convient de le reconnaître. Même si certains de ses prédécesseurs n'étaient eux non plus pas piqués des hannetons, comme on dit. On a tous en tête ces pratiques descendantes ou particulièrement verticales du pouvoir. Difficile de passer à côté. Tout comme il est difficile de ne pas avoir à l'esprit le déni de démocratie qui se sont multipliés plus que des raisons, plus spécialement ces derniers mois, voire qui ont pris la forme de répression sans ménagement d'aucune sorte par moment. Compliqué également de ne pas noter les nombreuses sorties de route comme de véritables crachats au visage du plus grand nombre, au visage de ceux qui tiennent le pays debout, malgré les coups sur la tête qui leur sont assénés à intervalles réguliers. Ceux que Rachel Keke a qualifiés de gens qui tiennent la France debout, quand eux tentent de les mettre à genoux pour reprendre sa formule légendaire. Le pensionnaire actuel de l'Élysée, c'est du mépris en barre, à l'état pur. Un florilège d'exemples en témoigne. Et si celui-ci est parvenu à ce niveau de rejet auprès de certains, je doute qu'il n'y ait pas d'incidence, que ses propos à l'emporte-pièce y soient étrangers. Je pense qu'il n'avait pas été du goût des travailleuses de GAD de se voir qualifiées d'illettrées par un homme qui ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, pour reprendre l'expression. Hommes qui s'appuient exclusivement sur leur statut social pour déterminer qui elles sont et ce qu'elles vaudraient, du moins à ses yeux. Comme Mélenchon aime à nous le remémorer, à juste titre, les métiers manuels font eux aussi appel à l'intellect des travailleurs. Les mains ne s'étant pas autonomisées du reste du corps, si vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours la tête qui dirige les gestes, et les gestes en question résultent d'une réflexion et de la convocation de connaissances et autres, bref, d'une activité du cerveau.
C'est là qu'on est à la croisée des chemins entre le mépris de classe et la bêtise crasse, puisque les libéraux, toujours enclins à nous parler de qualification et autres choses de ce style, pensent que l'économie ou l'emploi sont des secteurs dans lesquels il suffit de mettre un pion là où on en a besoin, sans se soucier des vocations, qualités, compétences, connaissances, aspirations et autres qui peuvent être celles des gens. Ces gens, soit privés d'emploi, soit désireux de changer de carrière, et qu'on ne transforme pas ces gens en professionnels d'une catégorie en un claquement de doigts ou par l'opération du Saint-Esprit, sans processus de formation, sans une volonté de l'individu de s'adapter, dans une certaine mesure aussi. Une des choses qui passe le moins bien, c'est que l'intéressé est coutumier du fait de non seulement multiplier les formules méprisantes, mais qu'il ajoute la blessure à l'insulte en prononçant les dites formules de l'étranger le plus clair du temps, ce qui rend le mépris de classe encore plus insultant, un peu comme une humiliation supplémentaire. C'est ainsi qu'on peut considérer la fois où les Français se sont vus affublés de ce fameux Gaulois réfractaire, tout à fait péjoratif dans la bouche de son auteur, preuve évidente du mépris de classe ainsi que du sentiment de supériorité que ressentent certaines dites élites qui se vivent définitivement comme telles. Néanmoins, pour moi, cet exemple n'était pas le plus choquant si on veut mon avis. Après tout, si on veut prendre la chose de manière positive, en effet, le peuple français est un peuple qui ne s'est pas laissé faire. À travers le temps, il aura refusé bien des choses qui lui seront apparues comme injustes ou injustifiées. Se lever contre de telles choses est pour moi signe de courage et fait montre de capacité de résistance. C'est un badge d'honneur si vous voulez mon sentiment sur la question. En revanche, je doute quiconque ait goûté ce truc des gares où on y croise des gens qui ont réussi et d'autres qui ne sont rien, pour paraphraser son auteur. Selon moi, la preuve la plus éclatante de tout ce que le pensionnaire actuel de l'Élysée incarne de pire, en particulier pour ce qui est du mépris de classe. Dans quelque peu le même registre, on se rappelle les extrêmes ou fainéants que Macron évoquait durant un de ses discours pour qualifier les opposants. Disqualifier serait d'ailleurs plus approprié pour l'occasion, car c'est de cela qu'il s'agissait. Ou encore les extrêmes et séditieux dont il aura affublé les gilets jaunes. Dire d'autant plus malvenu que les gens dont on parle sont souvent des gens qui, malgré le fait de travailler, ne parvenaient pas ou ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Qu'un large pourcentage d'entre eux étaient des primo-manifestants, donc loin d'être rompus à la contestation du système. En vérité, ils s'en vantaient même, sans identifier les implications et la part de responsabilité qui leur incombait de fait dans la situation. Nombre de ces nouveaux contestataires étaient des personnes qui, admettons-le, avaient fait le dos rond plus que de raison et accepté de continuer à trimer quand il aurait été préférable de se battre pour ne pas laisser tout partir à volo et voir la situation se dégrader jusqu'à une sorte de point de non-retour qui était atteint en l'espèce, situation qui était celle sous nos yeux désormais. Bref, le roi du mépris était passé par là, et s'il n'y avait que cela, des exemples pullulent en fait, tellement qu'il est chose peu aisée que de dresser un tableau exhaustif, qu'il est plus pratique de se cantonner à quelques exemples significatifs. Parmi les faits d'armes, si on peut parler de cette façon, il y avait la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Marque on ne peut plus net de mépris, mais aussi d'une indécence et d'une déconnexion à peine dissimulée. On se demande toujours à quoi le costard en question était censé servir à ce gars sans boulot et sans moyens, à moins peut-être que le costard lui soit indispensable pour se présenter à des entretiens, potentiellement. Mais dans ce cas de figure, ce ne sont pas des incantations qui lui permettront d'obtenir un job qui lui permettrait de s'offrir le costard, lui-même supposé lui donner accès à des emplois plus cossus requérant le port du costard. Bref, quand le mépris de classe mène directement à l'idiotie, voilà ce que cela donne. Pour finir sur ce segment, puisque lui seul aurait pu être l'objet de l'intégralité de cette chronique, tellement les exemples sont infinis, sinon, je souhaite mettre en avant cet épisode honteux de la traversée de la rue. Une fois encore, confronté à une personne sans emploi, malgré le supposé contexte de regain de job et de quasi-plein emploi à écouter les dogmatiques et affabulateurs en chef de Renaissance ou son ancêtre, le président actuel nous lâchait cette dinguerie pleine de mépris. La personne en question se voyant intimée de traverser la rue comme seule action pour décrocher une activité rémunérée, un boulot étant si évident à trouver comme chacun sait. Dommage que les 5,5 millions de gens laissés en marge par le capitalisme n'aient pas tous eu la bonne idée de traverser la rue en même temps. Il faudra expliquer aux champions de l'emploi, entre très gros guillemets, que de nombreuses embauches s'effectuent après une multiplication d'entretiens et de filtres à passer, et ce, depuis un certain nombre d'années maintenant, et que les formules aussi risibles que simplistes ne renvoient qu'à une déconnexion bien perçue par ceux qui ont pied dans la réalité et dans la vraie vie, ceux qui ne côtoient pas l'entre-soi bourgeois et les networking et cooptations qui y ont cours.
Une fois de plus, on rencontre la bêtise crasse pour l'occasion. Et ce n'est pas pour rien que ce discours hors sol aura provoqué les railleries en tout genre, les commentaires narquois des opposants et tutti quanti. Donc, on nous expliquait des plus tranquillement que dans un pays où 5,5 millions de personnes sont privées d'emploi, dont certaines se trouvent dans une détresse sociale tout de même conséquente, il suffirait de simplement traverser la rue pour voir sa condition et sa vie changer du tout au tout, s'améliorer comme avec une baguette magique. Tout le monde aura saisi la vaste blague que cette dinguerie de sortie direction le platane sur le bas-côté, en somme. Le mépris est des plus perceptibles et fait écho au fait que les pauvres le seraient de leur propre fait. Dans la même veine que les gens seraient des feignants et que ce serait le pourquoi du comment ils s'avèrent ne pas avoir de boulot, ne pas parvenir à assurer la reproduction de leurs conditions matérielles. Évidemment, une fois le problème posé en ces termes, l'équation est beaucoup plus simple à résoudre que de contraindre un système économique prédateur aux mains des puissants à rogner sur les profits, à créer des emplois en lieu et place de donner de l'accumulation et l'enrichissement d'une poignée sur le dos de tous. Sarkozy et Hollande, le mépris en alternance. Voilà, passons à la suite. Les prédécesseurs de Macron n'ayant pas été en reste, rassurez-vous. Il aura été dans une forme d'accélération, comme pour de nombreuses autres choses. Celui plus communément dénommé Sarko a toujours fait preuve d'une arrogance hors norme et n'a jamais été connu pour sa finesse ou encore son sens de la mesure, mais tout de même. L'épisode de la Rolex était tout à fait évocateur de toute une mentalité, dirons-nous. Ces mots résonnent encore comme une marque de mépris évidente, comme une insulte à peine cachée balancée à la tronche du plus clair de la population. Selon lui, si à 30 ans on n'a pas une Rolex au poignet, on a raté sa vie. Reste sans doute à faire comprendre aux concernés combien certains se contrefoutent de faire l'acquisition d'un tel objet ostentatoire, objet hors de prix comme signe extérieur de richesse ou de luxe. Nombre de gens aspirent à tout autre chose que cette société du paraître, ce truc m'as-tu vu ? Eux, leur raison de se lever le matin, c'est de s'assurer de leurs moyens matériels d'existence, subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille, leur permettre d'avoir un toit sur la tête et à manger dans leurs assiettes, ou encore garantir la meilleure éducation possible à leur progéniture, permettre à leurs parents d'avoir des vieux jours en étant entourés, qu'on prenne soin d'eux, qu'ils puissent jouir de leurs années de retraite, qu'ils ne terminent pas leurs existences malades, isolées, voire laissées à l'abandon, dans tous les sens du terme, ou encore tenter de donner une vie décente à leurs enfants handicapés, etc. Voilà les motivations de tout un chacun. Autant de choses loin de ces démonstrations superficielles emplies de morgue, mal placées, et visant à épater la galerie à la fin du fin. Le pseudo-socialiste, qui était la fausse alternance au patron des UMP, n'est pas en reste lui non plus. Dans ce cas précis, c'est encore plus choquant compte tenu de son étiquette de gauche, avec un accent circonflexe. Quand le mépris de classe est affiché, il retentit de manière encore plus flagrante, cinglante et choquante pour tout dire. La formule de Hollande descendant était encore plus apparue comme un virage qui finit dans le décor. Surtout que, cerise sur le gâteau, Logan n'aura, pour ainsi dire, laissé aucun héritage d'aucune sorte de gauche, justement. Ceci s'ajoutant et laissant dire à la majorité d'entre nous, plus jamais PS. Fillon, pas une affaire non plus. Autour de celui qui a participé à la course pour l'Élysée en 2017, celui qui avait été Premier ministre du fameux Sarko, lui dans un style ouvertement moins outrancier, mais dont la sobriété apparente faisait ostensiblement apparaître un mépris de classe qui ne faisait planer aucun doute d'aucune sorte malgré tout. J'ai souvenir de ce truc absolument lunaire qui s'est produit durant l'émission organisée par France 2, l'émission politique où Fillon, plein de morgue, et alors qu'il évoluait dans un contexte tout à fait particulier lié à ses costumes, se retrouvait à faire l'étalage d'un mépris de classe hors du commun. Alors il expliquait sans rire à son auditoire du jour, un parterre de personnes employées dans les hôpitaux, qu'elles allaient devoir, sous sa possible présidence, travailler plus dans la journée, dans la semaine, dans leur carrière entière. Ce dernier, en rajoutant une couche et expliquant comment les budgets pour fonctionner leur seraient retirés sous couvert de réduction de la dette et autres sornettes de ce genre. La grande bêtise de tout cela résidant dans la défense de dogmes jusqu'à l'absurde. Tout étant pris sous l'angle budgétaire, avec la posture qu'il conviendrait de créer le gâteau avant de le partager, alors que certains voyaient d'ores et déjà le gâteau littéralement leur tomber de la bouche à force de se goinfrer. Se goinfrer comme il est difficilement possible de le concevoir. S'aveugler volontairement concernant les conditions de vie et de travail des travailleurs étant bien évidemment un clair et résolu affichage de mépris de classe, dont les politiques prenaient était le miroir. Le tout patiné d'une démagogie absolument incroyable, puisque cela s'accompagnait de complaintes
de la tête de file des Républicains. Celui-ci ne parvenant pas, paraît-il, à boucler les fins de mois, avec les sommes tout à fait rondelettes à sa disposition. Cela ne l'empêchant pas de prôner l'austérité pour tous et demander aux infirmières de pallier à leurs conditions dégradées, leurs salaires insuffisants et tout le reste. Ou encore de les inviter dans le même jet à plus d'efforts pour redresser le pays et juguler la situation que les LR avaient créée une fois au pouvoir. LR et assimilé. Les LR, continuons sur ce sujet, enfin ceux-ci et certains qui sont désormais des satellites en quelque sorte. Je veux parler des Wauquiez et Ciotti, de cette droite super dure, supposée républicaine, raisonnable et gouvernementale, qui n'en a plus que les airs et pas la chanson comme on dit. Eux, leur spécialité est ailleurs si on va aller par là. Elle consiste à fustiger en quasi H24 des pseudos-assistés qui, naturellement, devinez quoi, sont des pauvres évidemment. La cocasserie bat son comble alors que ces mêmes individus, depuis toujours, roulent pour les rentiers de tout poil, actionnaires en tête, qu'ils ne dépeignent évidemment pas en ces termes dépréciatifs. Eux qu'ils veulent indispensables et essentiels au fonctionnement de la société. Bref, quelle belle blague. Les LR sont les champions du monde pour ce qui est de rendre les pauvres responsables de leurs malheurs, de leurs échecs et de leur situation. Et, cela va sans dire, dans la foulée de celle du pays, qu'ils grèvent aux pieds selon eux, le tapis rouge leur étant déroulé quand on les écoute. Quel ramassis de bêtises crasses. En outre, que les LR aient, accessoirement, fait précisément tout l'inverse de ce pourquoi ils auront été élus, à chacun de leurs mandats, n'étant d'aucune incidence, bien sûr. Il faut tout de même une sacrée dose de mépris de classe pour rendre responsables les autres de ses propres manquements et de la situation d'endettement du pays. Situation qu'eux auront méthodiquement organisée des suites de politiques aussi hors sol qu'inefficaces, à l'épreuve de toute logique, qui plus est. Au passage, en guise de courte aparté, je me permets de rappeler que c'est la droite qui a mis en place ce système de dette dans les mains du privé, au lieu de celle de la Banque centrale, avec toutes les conséquences que cela a pu avoir, et dont le résultat est une dette publique environ 6 fois supérieure à ce qu'elle aurait dû être. Fin d'aparté. Qu'importe, voilà qui ne les arrête pas et ne les empêche pas de venir se pavaner sur les plateaux TV, l'air sérieux, avec des solutions toutes faites et toutes prêtes pour redresser le pays à coups de souffrances infligées aux plus pauvres et des riches repus mais pourtant jamais satisfaits. Les petits soldats méprisants de Renaissance. Tout ce bloc de droite qui plus ou moins se rassemble au fur et à mesure des clarifications politiques en réalité se ressemble. Plus spécialement lorsqu'il s'agit du mépris dont ils abreuvent leurs administrés. Je persiste et signe en disant que le nom de Renaissance est encore flatteur et que, au regard des politiques prônées et le retour vers l'ancien régime qu'elles intiment, le parti présidentiel serait mieux nommé s'il s'appelait Moyen-Âge, tant c'est l'ancien régime qui se profile à l'horizon. En tout cas, le passé proche se montre tout à fait éclairant. Il transpire le mépris de classe par tous les ports, et certains se sont joyeusement laissés aller à l'afficher, sans s'en cacher. Une opportunité trop belle pour ne pas être saisie, j'imagine. Je pense bien sûr à ces insupportables ricanements lors du discours de notre député Emmanuel Fernandez, qui, lors des discussions pour l'abrogation de la réforme des retraites, avait évoqué la situation de son père, son paternel, usé par le travail et qui devait, le jour même, subir une énième intervention supplémentaire, du fait de sa santé dégradée au travail, cette fois au canot carpien. Les rires bêtes et méchants des Renaissances venant ponctuer un discours on ne peut plus poignant, pour quiconque a un cœur et est en capacité de s'émouvoir du sort des autres. Empathie dont cette droite dure et cynique ne connaît rien, ils l'auront largement prouvé. Cette journée aura marqué ce groupe du sceau de l'inhumanité, une bonne fois pour toutes. Le plus triste, c'est que depuis, ils auront réussi à faire pire encore. Comment ne pas devenir rouge de honte et de colère après ces éclats de rire d'Elisabeth Borne au moment du terrible cyclone qui a touché Mayotte, alors que celle-ci et le gouvernement auquel elle prend part auraient dû faire montre de bienveillance et empathie face à nos compatriotes devant affronter un tel désastre et un tel état de dénuement. Je repense aussi aux interventions venues d'ailleurs de ces deux bourgeoises méprisantes dont le mépris de classe éclatant au grand jour, même physiquement, ne pouvait qu'interpeller, au travers de leur posture, et qui enfonçaient le clou en ouvrant la bouche. L'une véhiculant un tissu d'ânerie en mode tout va bien au-delà de 62 voire 64 ans, alors que certains sont cassés et souffrent de 1000 maux et ne sont pas à même de profiter du repos bien mérité pour lequel ils auront passé des décennies à cotiser. Oui, je sais, en entendant cela, Bernard Friot va tomber de son siège. Je fais un raccourci ici. Elle, affirmant sans peur qu'en rallongeant à 64 ans, on n'allait pas directement au cercueil, alors que certains s'avèrent aller au cimetière avant l'âge mentionné, et ce, de manière systémique. J'en prends pour preuve les égoutiers, professions où les travailleurs ont une espérance de vie n'excédant pas les 58 ans. Alors vous imaginez que les 62, qui leur paraissent peu atteignables, voient la retraite à 64 comme un luxe tout à fait inconcevable.
Ces paroles sont irresponsables, elles balancent un mépris de classe véritablement extraordinaire aux travailleurs, dont certains ont un degré de pénibilité hors norme, à tel point que j'en suis assez souvent à me demander sur quelle planète vivent ces supposés représentants de la nation, qui ne représentent qu'une tranche marginale de la population en fait. Portion pour laquelle ils font du zèle, j'en conviens fort bien. J'admets volontiers aussi que ceux qu'ils servent doivent se montrer tout à fait satisfaits de leur travail, entre très gros guillemets, tant la facilité et la paresse prédominent. On rappellera juste qu'un égoutier, par exemple, effectue un travail essentiel pour la communauté, qu'il doit faire avec l'exiguïté, avec les rats, la crasse, les produits toxiques, bref, que le boulot en question tire plus de l'enfer que du paradis. Claire au petit, pas un petit mépris. Ces dames font écho à d'autres phénomènes qui n'avaient pas manqué de choquer leur monde et la galerie. J'ai souvenir de cette femme nous expliquant comment les jeunes et moins favorisés, étudiants en particulier, devaient accepter de se voir délestés de 5 € d'APL alors qu'ils vivaient déjà très mal, que la faim était le quotidien de certains et que leur précarité était en tout cas généralisée. Permettez-moi une incise. Les étudiants, par exemple, sont presque tous sous le seuil de pauvreté, et ce, malgré que nombre d'entre eux travaillent en parallèle de leurs études. Je referme cette incise. Celle-ci s'exprimait en ces termes et considérait qu'elle ne savait pas quel avenir les personnes en question allaient avoir s'ils faisaient toute une histoire pour 5 €. Mépris de classe des plus crasses. Heureusement, l'histoire a déjà balayé ce genre de sinistre personnage, puisqu'elle a perdu son siège à l'Assemblée nationale et est retombée dans une sorte d'anonymat. Une assemblée méprisante. Le mépris de classe revêt diverses formes en fait. J'ai présenté une de ces formes, mais d'autres existent. Elles ne sont pas moins toxiques ou honteuses pour autant. Nul besoin que certains exercent leur mandat et prennent la parole en hémicycle pour goûter aux affres du mépris de classe. D'autres, avant même cette étape, n'y coupent pas. Certains exemples sont on ne peut plus criants, en disent long, très long. On a tous en tête les attaques subies par Rachel Keke, qui cochait toutes les cases d'un mépris de classe programmé. Au croisement des chemins, si on va aller par là. Rachel, personne qui explique elle-même sa vie difficile, l'arrêt de sa scolarité en CM2, des suites du décès de sa mère, son parcours professionnel des plus ardus, sa situation itinérante en matière de logement, etc. Sa condition de femme de ménage, sa lutte victorieuse. Et tout cela aura donné lieu à un formidable destin couronné pour l'heure par une élection comme députée de la nation entre 2022 et 2024. Elle, qui sera érigée comme notre plus belle fierté, aura eu le droit à tout type de procès en illégitimité de la part des classes bourgeoises. En parlant de fierté, comment ne pas pleurer le fait que Caroline Fiat, à l'instar de ce qui s'est produit pour Rachel, n'a pas réussi à être réélue en 2024. Elle qu'on avait tant de joie à voir sur les bancs de l'Assemblée en capitaine courage, en quelque sorte. Caroline, si compétente et humaine, que les macronistes avaient surnommée la députée Bac-2, comme reflet d'un mépris de classe mordant et cette absence de respect pour les gens qui travaillent dur. Travailler dur et tenir la société debout, ne constituant pas une gageure pour le groupe majoritaire d'alors. Rien n'aura été épargné non plus à celui qu'il surnommait le député call center, avec un infâme mépris de classe dégoulinant de tous les côtés. Adrien Quatennens était un brillant député, imprenable sur le fond, et ils auront alors tout essayé pour le déstabiliser en vain. Sa vengeance, entre guillemets, allait être terrible, lui multipliant les PLS à l'encontre de ses opposants du monde médiatico-politique. Logique en tête, discours rodé, idées claires et bien organisées, il était hors de portée pour ses adversaires. Et ses joutes irrémédiablement finissaient en hippon. Des médias de classe, mais sans classe. Naturellement, il est complexe d'envisager quelque travail politique effectué sans l'appui du bras armé des puissants, à savoir le système médiatique. Celui-ci est de tous les mauvais coups. Il se fait assez largement le reflet du monde politique. Il contribue à la propagande ambiante faite de mépris de classe. La stigmatisation des plus fragiles y est omniprésente. Rares sont les moments où les assistés, pour reprendre leurs mots, ne sont pas écornés ou bien pointés du doigt comme la source de tous les maux. Il est aussi peu fréquent qu'on ne nous explique pas que les travailleurs ne se décarcassent pas suffisamment pour les tenants du capital. Tout aussi logiquement, la raison pour laquelle le pays n'est pas dans les meilleures conditions, pour le dire gentiment, ce sont tous ceux dont, pourtant, la dévotion tient le pays debout, gens qui s'avèrent largement exploités. Évidemment, il est peu question de la cataclysmique gestion du pays par les partis dits de gouvernement, eux, pourtant si raisonnables et dans le vrai.
Enfin, à en croire les experts autoproclamés de plateau soigneusement triés sur le volet, pour assurer le service après-vente des choix dogmatiques et de faire rouler le pays pour les grosses boîtes et les puissants. Dans ces vecteurs biaisés de communication, les qualités et efforts des travailleurs ne sont jamais, ne serait-ce que mentionnés, et les luttes de classe sont carrément invisibilisées. Les grèves n'y figurent jamais, sauf au regard d'incidents. Comme une confirmation de biais idéologiques et un témoignage supplémentaire du mépris de classe dans la sphère des importants, entre gros guillemets. Je renvoie, pour ne citer que cela, à l'épisode des chemises déchirées, très évocateur, symptomatique. Les médias auront passé des jours à s'indigner de la violence des gens en colère et à tout simplement, soigneusement, taire la violence sociale exprimée via les licenciements des employés et leur vie perdue du même jet. Des institutions de préférence sans le peuple. Pour moi, tout ce que j'évoquais plus tôt dans ce podcast, c'est la manifestation du fait que les assemblées, pour l'heure, demeurent des institutions bourgeoises dans lesquelles le peuple n'est pas le bienvenu outre mesure. J'entends, sauf à y faire de la figuration, en nombre limité, pour l'amusement des gens de l'entre-soi, auto-célébrant leur domination sur le Parlement. En fait, pour le côté folklorique d'une certaine manière. Sinon, il se passe volontiers de sa présence ressentie comme embarrassante, voire carrément gênante, si celle-ci parvient à faire entendre les combats menés, en dépit de la volonté de les silencier. L'absence du peuple constituant une garantie de discussion entre gens raisonnables et dont les idées divergent à la marge, de façon superficielle, dirons-nous. Ce qui est très pratique, puisque, dès lors, on sait le système ne pas être en danger, que le ronron habituel de la société peut ainsi perdurer, de même que les privilèges des puissants se perpétuer du même mouvement. Il me paraît plus qu'évident que c'est justement en investissant les lieux en question, en ayant des Caroline Fiat, des Rachel Keke et d'autres élus, travailleurs et syndicalistes qui portent combat et indignation de ceux d'en bas, entre guillemets, que le peuple se verra représenté, qu'il dérangera les élites dans leur théâtre de démocratie supposée, où globalement le peuple n'a pas beaucoup voix au chapitre en fin de compte. Cela pouvait sembler somme toute anecdotique, mais tout ce foin fait autour du port de la cravate par le groupe insoumis était tout particulièrement symptomatique. Il incarnait en quelque sorte la lutte des classes s'exprimant au sein des assemblées et la volonté du bloc bourgeois de contraindre les représentants des gueux d'adopter leur code, jusqu'au code vestimentaire à vrai dire, comme une façon de les soumettre à mon avis. Difficile de nier que la présence de nombre de personnes qui brisent les codes des institutions, comme le souhaitent les bourgeois, sont une épine dans leurs pieds. Ce n'est pas pour rien que les personnes en place s'appliquent à taper si fortement la France insoumise. Ces personnes, craignant tellement les décibels et le fait que l'on réveille un peuple endormi, chloroformé, rendu apathique par sa mise au banc, voire en état de sidération en quelque sorte. Son incapacité à se faire entendre, le tout compilé avec les difficultés du quotidien qui l'accapèrent et le détourne pour ainsi dire de tout, le cantonnant en mode survie. La tête dans le guidon est quelque chose qui bouche les horizons, notamment politiques, et brise les volontés de nouveaux conquis par la lutte. Rendez-vous au prochain épisode. De façon à ne pas faire trop long, je pense que je vais clore ici ce podcast. Je n'escompte pas réellement ici apprendre grand-chose aux militants aguerris qui nous suivent régulièrement. Mais j'espère avoir pu proposer quelque chose ayant un certain intérêt pour les jeunes, les personnes moins politisées, ou encore les travailleurs qui ont trop la tête dans le guidon, en mode survival, pour réaliser tout cela. Dans tous les cas, j'espère vous avoir donné à réfléchir sur le sujet, et vous avoir introduit quelques données intéressantes au détour de ce thème. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1.c'est tout. Merci de votre attention. Un grand merci à ma camarade Mag pour son aide et pour m'avoir prêté sa voix pour les titres de ce podcast, en espérant que cela aura contribué à rendre mon contenu plus attractif et à vous proposer un produit de meilleure qualité. Allez, à bientôt.